On va passer à la deuxième communication d'Andrea Baldreas qui s'intitule Agentivité et pratiques socioculturelles des enfants handicapés NAUAS au Mexique. D'accord. Alors, je vais, Andrea Balderas, alors nous avons le plaisir de l'accueillir parmi nous. Elle est venue de loin puisqu'elle vient du Mexique, mais elle ne pouvait, ne connaît pas le français et donc nous avons traduit ensemble la présentation. Je vais faire une lecture brève et en résumé, mais on pourrait garder un peu plus de temps pour les questions-réponses que Gilda Bréguin, qui a plein de cordes à son arc et parle espagnol. Et s'il y a d'autres personnes dans la salle pourront nous aider à traduire les questions-réponses. Donc, voilà les travaux de recherche de Madame Balderas s'intitulent Agentivité et pratiques socioculturelles des enfants Nahua en situation de handicap dans la région sud de la Huasteca Potosina au Mexique. Est-ce que je prononce bien? Nahua. Nahua. Okay. Et donc, cette présentation est tirée de la thèse de doctorat de Mme Balderas qui s'intitule Corps, handicap et éducation chez les enfants Nahua handicapés de la région sud de la Huasteca Potosina. L'exposé repose sur un travail ethnographique qui a été réalisé pendant une période de 6 mois, de août à décembre 2018, dans les centres d'attention multiples, qui sont des établissements d'enseignement sous la direction de l'éducation spéciale au Mexique, qui sont chargés de prendre en charge donc les jeunes enfants Nahua dans les municipalités de l'État San Luis Potosí au Mexique. Donc, vous voyez ici sur la carte les régions. Vous pouvez peut-être préciser les municipalités. Yes, and communities Nahua of Tamazunchale, Tampacán, and Matlapan, and the region of the southern region in Mexico. Donc, c'est dans des régions. Voilà. Au Mexique, environ 2 millions d'Autochtones vivent avec un handicap. Actuellement, la situation de cette population est encore mal connue. Les données statistiques existantes ne reflètent pas la complexité de ce phénomène social. Dans les études anthropologiques, l'enfance représente partie de la population de la société qui a été donc peu étudiée, notamment en ce qui concerne les perspectives des enfants, leur voix, les discours, ce qu'en anthropologie nous appelons la vision émique. L'objectif principal de la recherche est d'analyser l'enfant de Mme Balderas et d'analyser l'enfance handicapée dans le contexte autochtone mexicain en mettant l'accent sur l'agentivité et les pratiques socioculturelles des enfants au sein de leur communauté. Les enfants sont conceptualisés comme des acteurs à la fois partie prenante et garants de la transmission des pratiques socioculturelles ancestrales au sein de leur communauté. L'enfance est traversée par diverses intersections, donc peut-être le sexe, la classe sociale, l'ethnie, il y a donc une grande variabilité. Et donc, dans l'étude, dans ses travaux, Andrea Balderas a tenu compte des intersections entre ces variables identitaires multiples pour dresser un tableau de la pluralité, donc un portrait diversifié. Dans le cas des enfants vivant avec un handicap, la perspective anthropologique permet d'analyser donc le handicap dans son intersection avec les positions sociales sous-mentionnées, ce qui permet de conceptualiser les enfants handicapés comme des agents sociaux, faisant partie de communautés rurales, autochtones, d'ascendance africaine, situées dans toute l'Amérique latine, spécifiquement dans une langue indigène. Ils ont leur propre modèle cosmogomique, culturel et sociaux. Et comme le reste de la population de leur communauté, ils souffrent d'inégalités économiques, sociales et politiques. Cependant, les enfants en situation de handicap sont principalement touchés par ces inégalités structurelles, puisqu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour avoir accès souvent à la mobilité, à l'éducation, à la santé. Et donc, ces inégalités vont entraver leur possibilité à une vie digne et indépendante. Dans les communautés autochtones, il est permis, voire attendu, que les nouvelles générations donc, coopèrent, s'intègrent aux activités collectives qui sont générées par la communauté
Et donc, contrairement aux contextes occidentaux où les enfants handicapés sont considérés comme incapables, malades ou dépendants, les enfants autochtones handicapés sont invités et participent davantage aux activités quotidiennes, au même titre que le reste des membres de la communauté. Donc, comme on le voit sur les images, où les enfants effectuent divers travaux et même, comme le souligne André Valderas, même des activités qui peuvent être considérées comme dangereuses, entre guillemets, ne le sont pas dans le contexte culturel de ces communautés. À l'intérieur donc de leur maison, les enfants Nawa vont être chargés de nourrir les animaux domestiques, donc comme on voit, aider à transporter de l'eau. Les filles sont chargées de moudre le maïs. Les enfants travaillent ensemble avec les parents et les frères et sœurs pour faire cultiver les différentes cultures. Les enfants lui ont confié que lorsqu'ils seraient grands, ils voudraient être commerçants, pêcheurs ou paysans, tout comme le sont leurs parents, frères et sœurs. Au cours de son séjour de recherche, elle a pu observer comment la déficience intellectuelle, selon elle, s'estompe dans ces communautés, puisque l'analphabétisme, qui est souvent associé à la déficience intellectuelle, en fait, est partagé par l'ensemble des membres de la communauté, dont la plupart sont analphabètes, de sorte que les inégalités entre les membres de la communauté sont moindres et les inégalités fondées sur le handicap, selon elle, sont estompées. Donc, au sein de leur foyer et de leur communauté, les connaissances et les compétences des communautés Nawa entrent constamment en conflit, toutefois, avec l'éducation spéciale qui a été mise en place au Mexique pour s'occuper des enfants en situation de handicap. Dans l'ouvrage Reproduction en 1979, Bourdieu souligne que l'un des effets les moins perçus de la scolarité obligatoire est qu'elle génère la reconnaissance de savoirs légitimés, comme la littératie, le raisonnement mathématique, etc., qui provoque la dévalorisation en contrepartie de savoirs considérés comme minoritaires ou ancestraux, comme la médecine traditionnelle, par exemple les langues indigènes, ou toute pratique socio-culturelle développée au sein des communautés. En ce sens, il est nécessaire que l'éducation inclusive prenne davantage en compte ces différentes inégalités qui affectent tous les enfants en situation de handicap. Une des conclusions de mes recherches, de ces recherches, est liée au manque de matière et de pratiques éducatives interculturelles, ce qui a conduit à des erreurs de diagnostic chez les enfants. Par exemple, elle a pu identifier des enfants qui ont été diagnostiqués avec des troubles neurologiques ou des déficiences intellectuelles sévères et qui, selon les médecins, les empêchaient de parler, alors qu'en réalité, ils parlaient, mais dans leur langue maternelle et non en espagnol. Donc, à la lumière de ce qui précède, il est important que l'éducation inclusive au Mexique et en Amérique latine cherche à intégrer une approche interculturelle qui rende visible la diversité, célèbre l'interaction et promeuve des attitudes positives envers l'hétérogénéité. Et tout cela, donc, au-delà des matières scolaires au sens strict. Enfin, donc, les travaux de Mme Valderas soulignent que les enfants sont les destinataires de différents types ou modèles de soins qui opèrent à 3 niveaux. Donc, au niveau familial, dans lequel les femmes qui composent les unités domestiques sont les principales participantes. Le deuxième niveau, le niveau communautaire, auquel participent différents acteurs, tels que les guérisseurs, sages-femmes, chargés de diagnostiquer souvent les différences corporelles qui sont associées au handicap. Les voisins, l'ensemble des membres donc, de la communauté vont fournir certains types de soins, comme fournir de la nourriture, veiller sur les bambins lorsqu'ils se promènent dans l'espace public des communautés. Il est important de souligner que ces soins familiaux et communautaires sont étroitement liés, car de nombreuses communautés Nawa sont constituées de groupes de familles apparentées. Comme on le voit sur les images qui illustrent ces prises en charge communautaires chez les enfants et les familles. Et un troisième palier institutionnel auquel participent les acteurs étatiques et institutionnels, comme les enseignants, les travailleurs sociaux, personnels de santé, etc., qui sont, eux, largement extérieurs aux communautés et qui, souvent, donc elle le constate, manquent d'une perspective interculturelle.
En ce qui concerne la prise en charge des enfants handicapés Nawa, ces travaux me permettent de souligner l'importance des soins prodigués par les femmes autochtones, car ce sont elles qui soutiennent la vie des enfants dans les communautés. Les soins basés sur des relations de solidarité et de coopération mutuelle, mises en œuvre principalement entre les femmes qui font partie du groupe, même groupe familial, mais aussi de façon plus élargie. Elle nomme ce type de soins la maternité Huasteca. Je vous invite donc à poser des questions à André Valteras avec à dire. Merci. Merci. Merci, Andrea. Je ne sais pas si on a des questions. Sachant qu'on a un interprète, donc c'est parfait. Du coup, je vais me donner la parole. Moi, on a vu que enfants, on leur donnait leur place dans la communauté Nawa, mais je voulais savoir un peu plus sur leur devenir en tant qu'adultes. Est-ce qu'on leur donne aussi leur place dans la communauté, ou une fois adultes, ils peuvent vivre certaines discriminations par rapport à leur handicap? Sí, Joven estaban integrados, más o menos. los adultos igual trabajan en el campo, son pescadores, ustedes forman parte de la comunidad sociales cotidiana. Elle dit qu'ils font partie de la communauté, les adultes, ils travaillent, ils pêchent. Pero casan también. Bueno, ahí sí existen, ¿no? Las relaciones, bueno, dependiendo de tipos de discapacidad. Las personas, por ejemplo, con discapacidad sordos, sí, también con discapacidad visual. Se casan también. Ujú. Las personas con discapacidad intelectual. Menor grado, ¿no? Alors, mais par contre, c'est vrai qu'ils sont intégrés, mais au niveau du mariage, on peut constater des différences assez importantes, c'est-à-dire que les aveugles et les sourds parviennent à se marier, mais les adultes déficients intellectuels ne parviennent pas à se marier, en général. La société n'est pas idéale. Mais ils contribuent, pero todos contribuyen de una forma u otra. Todos insertan en las actividades, en los rituales, por ejemplo. Pero son insertados en las actividades subalternas o también tienen papeles importantes a veces. Bueno, en actividades cotidianas que podrían ser de menor grado, por ejemplo, no son políticas, en los cargos políticos, pues no ocupan cargos políticos, ¿no? Mais voilà. Ils sont dans les activités quotidiennes, mais effectivement, ils sont dans les activités plutôt subalternes et ils n'occupent jamais, par exemple, de postes politiques, de responsabilité politique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends. Il y a le micro qui vient. Je voulais savoir quelle était l'implication de la communauté dans l'élaboration de la recherche. Est-ce que c'était impliqué dedans? ¿Qué relación tuviste con la comunidad en Kiev? ¿Comunidad en tu investigación y en el diseño de tu investigación o no? Sí, o sea, yo, ¿cómo les puedo explicar? Presenté los avances de mi investigación y ellos mismos me decían, no, así no es, pues, no me corregían. Cuando yo hacía, por ejemplo, la parte ritual, porque hay una parte simbólica ritual de la discapacidad, Sí. Una parte significativa para ellos que yo estaba interpretando mal. Entonces, ellos y ellas constantemente me corregían mi trabajo, ¿no? O aclaraban que eso no era lo que ellos consideraban. Y bueno, esa era mi visión y la de ellos. Et donc, il y a eu des échanges assez réguliers en fait entre les résultats de la recherche qu'elle avait et ce que pensait la communauté. C'est-à-dire qu'à de nombreuses reprises, la communauté l'a corrigée sur ce qu'elle pensait être, par exemple, les rituels sur le handicap. Et en fait, la communauté lui a dit non, c'est pas ça, tout à fait, tu comprends mal. Et donc, elle a beaucoup échangé avec la communauté pour mieux interpréter et corriger ses interprétations. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Denechard.
Alors, je ne sais pas trop comment l'exprimer. Alors, on va sabe cómo expresarse. à vous entendre, on pourrait avoir l'impression que moins il y a d'institutions, plus finalement l'intégration de ces enfants est possible ou facile ou reconnue par la communauté. Se escucha, bueno, pero La troisième se fois. escucha, se podría pensar que menos haya instituciones, más sea el grado de integración de los alumnos, o sea, de los niños. ¿Es verdad o no? El hecho de que- Attends. Je fais la deuxième partie, et on a aussi l'impression que finalement, moins on fixe de manière élevée les critères d'intégration, et plus ce serait facile. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez parlé notamment de l'analphabétisme, en disant bah, finalement, ce n'est pas un critère de discrimination parce que tout le monde est analphabète, si je vais vite. Voilà. Voilà, je ne sais pas trop bien comment conjuguer ça avec, c'est-à-dire qu'évidemment, le grand intérêt de ce que vous avez présenté, c'est de nous emmener vers une autre civilisation, une autre culture. Et donc, l'appréhension du handicap n'est pas forcément la même pour gymnastique. Mais, voilà. Voilà, je ne sais pas trop comment, c'était une impression que j'avais, plus une question. Es una sensación, entonces sé que es muy interesante conocer la cultura y un poco inglés, pero tiene preguntas, o sea, porque si se te escucha, se podría pensar si hay menos instituciones, la integración de los niños es mejor sin institución. También dice que se te escucha si el nivel de los criterios de educación son menores, o sea, si se exige menos de los alumnos, más se integra. No, no, porque los niños indígenas con discapacidad son excluidos de la educación, digamos, regular, ¿no? De la educación normal, son relegados, Vale. y de la educación intercultural, ¿sí? De la educación bilingüe, que allá es la educación intercultural, los niños con discapacidad son excluidos de estos dos campos educativos. Entonces, por no cumplir con ciertas capacidades, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una deficiencia del modelo educativo en torno a la atención de las infancias con discapacidad indígena. Et en fait, il y a des gros problèmes de prise en compte du handicap dans le système éducatif parce que les enfants handicapés sont rejetés du système éducatif ordinaire, mais aussi du système éducatif indigène, si j'ai bien compris. Indigène. Sí, el sistema educativo plurilingüe también, Bilingüe. du système bilingue aussi. Du coup, ils ne sont pas intégrés. En fait. Je vais me permettre de me donner la parole. Moi, je vais aller sur mes thématiques de prédilection, on va dire, sur tout ce qui est environnement physique et matériel. Est-ce que là, il y a des sortes d'actions d'innovation sociale, ce qu'on peut appeler ici innovation sociale, pour justement faciliter l'inclusion de ces personnes au niveau de l'environnement physique et matériel? Par exemple, là, vous nous avez dit qu'il y avait des personnes qui allaient pêcher, etc., etc. Est-ce qu'il y a des sortes de compensation du handicap pour pouvoir faire l'activité? Et même au niveau de l'environnement physique, est-ce qu'il y a des actions de mise en accessibilité pour leur permettre d'avoir cette inclusion? El medio más accesible, el medio ambiente, por ejemplo, si una amistad que modifica el medio ambiente para permitirle eso, o no. No. De hecho, para que estas infancias lleguen a sus escuelas,
bueno, las madres tienen que cargarlos, por ejemplo, quien tiene una discapacidad física, son cargados por las madres, no hay un transporte adecuado, las escuelas no cuentan con transporte, se ha pedido el transporte al gobierno y el gobierno no ha implementado. ¿Eso es específico a las comunidades indígenas o también en las grandes ciudades? Lo que son las cabeceras municipales. Al interior de las comunidades tampoco hay por ejemplo, el gobierno regala sillas de ruedas, regala bastones, regala todos estos elementos para la movilización y no se pueden usar en las comunidades. No se pueden. Entonces es como esas políticas sobre discapacidad están mal diseñadas, sobre todo en las comunidades indígenas, porque no es posible, o sea, tendrían que hacer una modificación primero en las comunidades para que las personas puedan utilizar una silla de ruedas, puedan movilizarse en el espacio. Entonces lo hacen, o sea, se movilizan con el apoyo de otros y de otras, ¿no? Por eso esta parte del cuidado comunitario es muy importante para la existencia de estas infancias y de las personas adultas. Donc, globalement, la réponse est non. Il n'y a pas du tout d'aménagement de l'environnement et des communautés. Et en fait, tout repose sur l'aide des familles, des mères qui aident beaucoup, qui, par exemple, portent les enfants pour les emmener à l'école. Et elle ajoute même que, parce que j'ai demandé, est-ce que c'est aussi dans les grandes villes? En fait, elle dit, dans toutes les villes de la région indigène, oui, c'est le cas, enfin, c'est pas du tout adéquat. Et quand le gouvernement offre des fauteuils roulants ou des bâtons pour les aveugles, ou des cannes pour les aveugles, c'est pas du tout adapté pour les communautés indigènes et du coup, ils ne peuvent pas les utiliser. Ça ne correspond pas du tout aux besoins locaux. En fait, ils n'offrent pas des cycles qui pourraient peut-être être plus adaptés ou des choses pas d'adaptation. Du coup, ça pêche énormément là-dessus et donc tout repose sur l'aide communautaire. Mais après, même cette aide communautaire, est-ce qu'elle pourrait pas, je dis ça, mais est-ce qu'elle pourrait pas s'adapter pour justement essayer de confectionner des aides contextuelles, on va dire, parce que eux, ils ont l'expérience de leur environnement. Est-ce qu'ils pourraient pas confeccionar ideas o iniciativas de la comunidad para inventar algunas cosas que podrían ayudar a las personas con discapacidad a ser más autónomas o no? No hay, por ejemplo, fabricar unas sillas de ruedas, pero adaptada al medio ambiente o cosas así. Bueno, utilizan sobre todo, no sé, para movilizar a las personas con discapacidad física, el mecapal, que es colocarse ¿cuál sería la palabra? Algo así. Sí, para mover a las personas, pero es utilizando el cuerpo, ¿no? Utilizando el cuerpo, yo ahí coloqué en mi tesis que el cuerpo se convierte en un medio de transporte de las personas con discapacidad, el cuerpo de los otros y de las otras, ¿no? Para movilizar, o sea, es la comunidad la que tiende a hacer ciertos recursos, pero no tanto, digamos, hablar de una modificación al territorio o al espacio, no lo han hecho, ¿no? Ahí esa parte no he investigado el por qué, ¿no? Esa parte todavía no me queda clara porque es todavía muy rudimentario, ¿no? A lo mejor es la forma de vida donde cargan a las personas, cargan el agua, o sea, utilizan su cuerpo para la movilización de otros y otras. Elle dit, en fait, en fait, il n'y a pas vraiment d'innovation, mais en fait, il faut se dire que là-bas, tout est rudimentaire et qu'ils utilisent beaucoup leur corps pour porter l'eau, pour porter... Et donc, ils pensent que peut-être que c'est aussi... Elle ne s'est pas interrogée sur pourquoi il n'y a pas d'adaptation plus que ça. Elle pense que c'est juste que c'est rudimentaire et du coup, ils portent l'eau et ils portent les autres aussi. Et le corps, en fait, elle dit que la mobilité des personnes handicapées est très liée à l'utilisation du corps des autres. ¿Y de las mujeres únicamente o de los hombres? Hombres y mujeres, bueno, las mujeres movilizan más a los niños, o sea, las mujeres cargan a los niños, los hombres casi no lo hacen, por ejemplo, ¿no? C'est les femmes qui portent les enfants, les hommes ne le font jamais. Son las mujeres. Merci beaucoup. On a un peu de temps, on peut prendre une autre... Non, on n'a pas le temps. Je pense que ça finissait à 40. Ok, merci Andrea, merci Gilda et merci Suzanne.